2 ans et demi après le début des combats, l'Ukraine a attaqué Moscou dans la nuit du 10 septembre. Il s'agit de la plus grande attaque de drones ukrainiens sur le sol russe depuis le début de la guerre et ça risque d'avoir des conséquences. L'Ukraine lance sa plus grande attaque de drones à ce jour sur Moscou, faisant un mort selon la Russie. D'après des sources russes, l'Ukraine a lancé 144 drones suicides contre 9 régions du pays, dont la région de Moscou, qui compte plus de 21 millions d'habitants. La plupart des drones ont été abattus par les défenses russes, mais certains, après avoir parcouru plus de 430 km dans le ciel russe, ont réussi à atteindre leur cible. Le but, eh bien, cette fois c'était un peu différent. Jusqu'à présent, à quelques exceptions près, les Ukrainiens s'étaient surtout concentrés sur des cibles militaires lorsqu'ils attaquaient la Russie. Des bases, des défenses aériennes, des infrastructures stratégiques ou des dépôts de carburant par exemple. Mais ce qu'il s'est passé il y a quelques jours, c'était différent. Les Ukrainiens ont attaqué des cibles comme l'aéroport de Soukovski à Moscou, qui certes a un usage militaire, mais reste majoritairement civil. C'est un aéroport mixte. À noter qu'au moment de l'attaque, il était hors de ses heures d'exploitation. Quoi qu'il en soit, l'attaque a forcé la fermeture des aéroports de Domodedovo et Vnukovo pendant plus de 6 heures. Au total, environ 50 vols ont dû être détournés. Mais attention, ce n'est pas tout. Cette fois, les drones ukrainiens ont aussi touché des quartiers résidentiels. À Ramenskoye, une ville de banlieue située à moins de 50 km du centre de Moscou, au moins 2 tours d'appartements ont été touchés. Bilan, une femme de 46 ans est décédée et 3 autres personnes ont été blessées. En fait, c'est la première victime civile d'une attaque de drone ukrainien dans la région de Moscou depuis le début de la guerre. Pour l'instant, l'Ukraine n'a toujours pas commenté cette attaque, bien qu'on suppose qu'il s'agit d'une réponse à la frappe russe de la nuit précédente qui avait impliqué près de 50 drones et causé 3 blessés. L'Ukraine annonce que l'attaque de drones russes sur Kiev dans la nuit était la 5e depuis le début du mois. Selon Kiev, l'Ukraine a dû endurer 3 frappes de drones contre des civils rien que cette semaine, et 5 depuis le début du mois, à l'heure du tournage de cette vidéo. C'est précisément pour cette raison que cette attaque majeure ukrainienne peut être comprise comme une réponse, un avertissement, un œil pour œil, dent pour dent. Mais attention parce que cette fois-ci, ils ont franchi une ligne rouge qu'ils avaient jusque-là réussi à éviter, attaquer des espaces civils. Peut-être que Kiev veut envoyer un message fort et clair, non pas au Kremlin, mais directement aux Russes. Quelque chose du genre, cette guerre insensée continue et vous ne resterez plus en marge. Ce ne sont plus seulement vos soldats qui mourront, on peut aussi vous prendre pour cible. D'abord à Koursk, maintenant à Moscou. Non seulement Poutine ne peut pas vous protéger, il vous met en danger. Ceci dit, même si stratégiquement, ça peut sembler logique, attaquer des espaces civils doit rester une ligne rouge à ne pas franchir. Parce que l'Ukraine ne peut pas se comporter comme Moscou. Et c'est pas seulement une question d'éthique, même si ça l'est un peu quand même, mais surtout d'intérêt personnel. Attaquer des zones civiles met en péril le soutien en armes et en financement de la communauté internationale dont l'Ukraine a tant besoin. Alors, qu'est-ce que l'Ukraine cherche exactement à obtenir avec une attaque de ce type? Quelle est la justification stratégique derrière cette action? Est-ce un autre signe de l'évolution de la guerre? Qu'est-ce qui se passe et quel est le lien entre l'opération de Koursk et cette énorme frappe de drone? Dans cette vidéo, on va te donner tous les éléments clés sur l'attaque ukrainienne contre la capitale russe. Mais d'abord, je t'invite à t'abonner, à liker et à partager. Et si tu as envie de taper la discute, tu peux aussi nous envoyer un DM sur Insta ou écrire un commentaire. Et si tu as envie de contribuer à l'aventure Diplometrix, je te laisse un lien dans la description pour notre plateforme de financement participatif. Allez, c'est parti! Les règles ont changé. L'Ukraine veut changer les règles de la guerre et pour ça, elle veut transformer la manière dont le conflit se déroule. Jusqu'à récemment, ce conflit se résumait pratiquement à la Russie attaquant l'Ukraine, bombardant des villes ukrainiennes et perpétrant toutes sortes de crimes pour effrayer les Ukrainiens qui se contentaient principalement de se défendre, de lancer quelques contre-offensives occasionnelles et de tenter de minimiser les dégâts. Mais bien sûr, tout ça laissait leur pays dans un état catastrophique. Eh bien, maintenant, il semble que Kiev ait décidé de mettre fin, ou du moins d'inverser provisoirement, cette répartition des rôles. Depuis cet été, on a vu les Ukrainiens intensifier leurs attaques contre les raffineries et dépôts de pétrole, les stocks d'armes, les centrales énergétiques, les bases aériennes et les usines militaires en plein cœur de la Russie. Ils ont aussi envahi Koursk et viennent de mener une énorme frappe de drones relativement proche du Kremlin. Mais qu'est-ce que l'Ukraine cherche exactement à accomplir avec ces opérations? On peut identifier 4 grands objectifs.
présent, et à part quelques frayeurs très sporadiques, Moscou avait été largement épargné par les pires conséquences de la guerre. Oui, ils subissent les sanctions, les prix alimentaires plus élevés, de nombreuses restrictions financières, et ne peuvent plus se déplacer librement dans le monde. Mais évidemment, il y a bien pire. Je parle de la peur, de l'anxiété et de la terreur qui viennent du fait de savoir qu'à tout moment, un obus pourrait tomber dans ton propre quartier. C'est une forme d'usure psychologique qui leur rappelle aussi qu'il y a bel et bien une guerre en cours. Parce que Moscou n'est pas loin de l'endroit où le gouvernement russe recrute le plus de jeunes à envoyer à une fin terrible sur le front ukrainien. Dans ce cas, les moins chanceux sont ces Russes de seconde zone qui vivent dans les régions éloignées du sud et de l'est du pays, ce qu'on appelle les régions périphériques. Donc, de ce point de vue, les attaques seraient un moyen de rappeler aux moscovites la réalité de la guerre et au passage de briser la propagande de Poutine selon laquelle ses troupes dominent déjà la guerre en Ukraine. Bien sûr, les Ukrainiens n'auront jamais la capacité d'infliger les mêmes niveaux de terreur que ceux que la Russie impose à l'Ukraine depuis 2 ans et demi. Mais c'est déjà quelque chose. C'est une façon d'empêcher que la vie à Moscou, le centre politique et administratif de la Russie, continue comme si de rien n'était pendant que des villes ukrainiennes sont réduites en cendres. Un autre objectif de cette attaque est sûrement de démoraliser et d'affaiblir le pouvoir de Poutine et du gouvernement russe, que ce soit au sein des rangs militaires ou dans la société civile. Et même si une grande partie des Russes a malheureusement perdu toute capacité critique vis-à-vis de cette guerre à cause de la propagande et de la répression, on ne peut pas stopper la vague indéfiniment. Maintenant, beaucoup se demanderont comment un pays comme l'Ukraine peut continuer à attaquer la Russie 2 ans et demi après le début de la guerre. Ils se demanderont si c'est bien la protection que Vladimir Poutine leur avait promise. Et si ça les touche directement, ils pourraient aussi se poser des questions sur l'objectif réel de ce qu'ils appellent l'opération militaire spéciale. Parce que si à la base c'était censé protéger la Russie, il semble assez évident que ça ne marche pas. Pourquoi aller en Ukraine pour défendre ton pays si tu fais que le rendre de plus en plus dangereux chez toi? En d'autres termes, les Ukrainiens pourraient essayer de semer la méfiance, le doute et faire en sorte que cette guerre est un coup politique pour le Kremlin. À Kiev, on sait que la Russie a suffisamment d'hommes pour continuer à alimenter la machine de guerre en Ukraine pendant encore longtemps. Il faut donc affaiblir le moral dans les rangs militaires russes et générer de la méfiance au sein de la société elle-même. Mais attention, c'est une manœuvre extrêmement risquée. Pourquoi ? Parce que quand on parle de la Russie et des Russes, il faut complètement oublier notre propre manière de penser et d'agir. Je veux dire qu'il y a une grande partie des Russes, y compris bon nombre de conscrits envoyés en Ukraine, qui sont contaminés par un nationalisme extrême et un patriotisme délirant, constamment alimenté par la propagande gouvernementale. En fait, la propagande est la seule chose qui fonctionne vraiment bien et assez efficacement en Russie en ce moment. Et pourquoi on te dit ça? Parce que l'effet pourrait même être l'inverse de celui recherché. Les Ukrainiens jouent avec le feu et ils sont conscients qu'ils peuvent se brûler. Moscou affirme que les récentes attaques ukrainiennes justifient l'invasion du pays. Il n'y a aucun moyen d'associer des frappes nocturnes sur des quartiers résidentiels à une action militaire. Le régime de Kiev continue de montrer sa vraie nature. Ce sont nos ennemis et nous devons poursuivre l'opération militaire spéciale pour nous protéger de telles actions. Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin. Se protéger des actions de l'Ukraine, les pauvres. Il faut le voir pour le croire. Mais ce qui pourrait nous sembler complètement fou peut être perçu tout autrement en Russie. Aussi incroyable que ça puisse paraître, beaucoup de Russes se sentent victimes de l'Ukraine et de l'Occident. Pourquoi? On sait pas vraiment. Mais ça explique pourquoi les sondages montrent que plus de 60% des Russes soutiennent l'invasion. Et attention, je parle d'études datant du début de cette année. Maintenant, après l'invasion de Koursk et les attaques contre Moscou, il est très probable que ce pourcentage soit encore plus élevé. Ce qui pourrait finalement donner de l'oxygène au régime de Poutine pour vendre un discours qui justifie toute la guerre depuis son début en février 2022 jusqu'à aujourd'hui. Selon leur vision du monde, celle créée et nourrie par la propagande de l'État, la Russie se protège contre de dangereux nazis qui osent maintenant attaquer même Moscou. Donc faut faire attention à ça. Mais quoi qu'il en soit, les Ukrainiens pensent que c'est une manière de discréditer Poutine et que cela va dans le sens de leur objectif. Ce qui nous amène directement au troisième objectif que ces attaques faciliteraient. Les Ukrainiens commencent à être épuisés et fatigués de cette fichue guerre. Oui, ils soutiennent toujours le conflit, mais de plus en plus pensent, ou du moins acceptent, qu'il faudra bien négocier avec la Russie. Mais
Évidemment, pour pouvoir négocier, il faut avoir quelque chose à mettre sur la table et aussi montrer qu'on n'est pas faible. Sinon, toute négociation finirait par se transformer en capitulation. C'est pour ça qu'un autre objectif possible de ces dernières opérations ukrainiennes est justement de démontrer leur force. N'oublions pas que pendant la première moitié de cette guerre, les Ukrainiens avaient très peu de capacité pour attaquer des cibles à l'intérieur de la Russie. Mais depuis quelque temps, ça a radicalement changé. En pleine guerre, l'Ukraine a réussi à développer toute une industrie militaire de drones indigènes. D'après le gouvernement ukrainien, le pays compte déjà environ 200 entreprises enregistrées et jusqu'à 300 autres petits producteurs qui fabriquent des drones pour la guerre. Quand la Russie a envahi l'Ukraine, il n'y avait que 7 entreprises capables de faire ça. Eh bien, maintenant, avec ce développement gigantesque, l'Ukraine espère atteindre son objectif de produire 1 million de drones par an d'ici fin 2024. Les drones ukrainiens sont en train de devenir de loin l'arme indigène la plus redoutée de cette guerre. En fait, en juin dernier, l'USF, les forces des systèmes sans pilote qui ont été créées plus tôt cette année, sont devenues une branche à part entière des forces armées. Autrement dit, la force qui opère les drones aériens, maritimes et les systèmes de combat robotiques a désormais le même statut que l'armée de l'air, la marine ou l'armée de terre sur le plan organisationnel. Et c'est pas surprenant, les drones jouent un rôle clé en permettant à l'Ukraine de mener des frappes aériennes assez profondes et précises en Russie, sans être soumise aux restrictions occidentales. Donc, la récente attaque sur le territoire russe est aussi une façon de dire « Attention, on est de plus en plus capable d'escalader le conflit et de lancer des attaques massives que vous ne pourrez pas arrêter. Alors mieux vaut négocier et qu'on négocie d'égal à égal. » Enfin, le quatrième objectif possible de l'Ukraine avec cette attaque majeure sur le sol russe pourrait être de forcer le Kremlin à s'impliquer davantage dans l'opération de Koursk. Parce qu'évidemment, les Ukrainiens n'ont pas envahi Koursk et occupé une centaine de localités pour s'emparer de ce territoire. Ce qu'ils espéraient, c'est que les Russes dilueraient leur attaque dans le Donbass en envoyant beaucoup de ressources et d'hommes pour tenter de récupérer la partie occupée par les Ukrainiens dans l'oblast de Koursk. Тобто це ідея і одна із цілей Курської області – це стягнення російських військ в їх точку, на їх територію. Зараз я вже можу це комунікувати, тому що вони стягнули там на сьогодні біля 60 тисяч вже там. 60 000, ça peut paraître énorme, mais le problème, c'est qu'il s'agit en grande partie de quelques unités isolées des fronts de Zaporijjia et de Kherson, composées surtout de conscrits mal formés et mal équipés. Leur mission unique, servir de tampon pour ralentir l'offensive. On se préoccupera de la reconquête plus tard, parce que pour l'instant, au Kremlin, l'objectif principal reste ce qu'il se passe sur le front de Donetsk. Pas de distraction. L'armée russe enchaîne les gains territoriaux, s'enfonçant plus profondément vers la ville de Pokrovsk, dans la province de Donetsk, un point stratégique crucial pour le ravitaillement et le renforcement des troupes ukrainiennes en première ligne. L'attaque très tôt le mardi matin pourrait aussi être une tentative d'escalade pour paradoxalement désescalader les tensions sur le front du Donbass. En théorie, ça peut sembler contradictoire, mais si on confirme que certains drones ont été lancés depuis l'intérieur de Koursk ou depuis des positions où l'armée ukrainienne ne pouvait pas opérer auparavant, le message pour les Russes pourrait être très clair. L'invasion de Koursk a compromis notre sécurité nationale et le gouvernement ne fait rien. Et même si aucun drone n'avait été lancé depuis Koursk, l'attaque pourrait servir à mettre plus de pression sur le public russe pour qu'il pousse le gouvernement à reconquérir les territoires occupés. Les amis, l'attaque de drones sur Moscou fait partie d'une nouvelle stratégie militaire. L'Ukraine veut mettre de plus en plus la pression sur la Russie. Ce nouveau plan de guerre va-t-il porter ses fruits? Y aura-t-il des changements dans les rangs russes? Vont-ils consacrer plus d'efforts à reprendre Koursk, ce qui est précisément ce que Kiev veut? Et comment penses-tu que la Russie va réagir? Eh bah, ici sur Diplo, on va garder un œil sur tout ce qui se passe et on te tiendra bien évidemment au courant. Pour l'instant, toutes ces questions, elles restent sans réponse. Si t'as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager. Et si t'as envie de participer à l'aventure Diplometrix, je te laisse un lien dans la description pour notre plateforme de financement participatif. Et si t'as envie de taper la discute, tu peux écrire un commentaire ou nous envoyer un DM sur Insta. Comme toujours, un grand merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Prends soin de toi et à la prochaine.